Je suis allé chercher mes jumeaux de 4 ans chez ma belle-mère. Mais seule ma fille est venue à la porte. Où est ton frère? Ai-je demandé. Elle s'est mise à pleurer. Ma belle-mère est apparue derrière elle, le visage pâle. Il faut qu'on parle. Promets-moi que tu ne te fâcheras pas, a-t-elle chuchoté. Quand elle m'a dit ce qui s'était passé, j'ai immédiatement appelé. Case Harrison gara son pick-up Ford dans l'allée de la modeste maison à demi-niveau, sur Riverside Drive. Le soleil de l'après-midi jetait de longues ombres, s'étirant sur la pelouse envahie par les herbes. Sa belle-mère n'avait jamais été très douée pour l'entretien, mais ces derniers temps, l'endroit semblait pire que d'habitude. La peinture s'écaillait, les volets pendaient de travers, et les journaux s'empilaient sur le porche. Il avait l'intention d'en parler à Sophia, mais sa femme défendait toujours sa mère avec la même phrase, « Elle fait de son mieux depuis la mort de papa ». Il regarda sa montre. 16h30, pile à l'heure pour récupérer Emma et Tyler de leur nuit hebdomadaire chez grand-mère Marcia. Les jumeaux adoraient ces visites, bien que Case ait commencé à remarquer des choses qui le dérangeaient. Tyler était rentré avec un bleu sur le bras le mois dernier. Emma avait été inhabituellement silencieuse après la visite précédente. Lorsqu'il en avait parlé à Sophia, elle avait balayé ses inquiétudes, les enfants se font des bleus. Et Emma a 4 ans, elle a ses humeurs. Case descendit du camion, ses bottes crissant sur le gravier. Il avait 38 ans, les épaules larges, les cheveux foncés coupés courts, et ce genre de présence qui incitait instinctivement les gens à se redresser lorsqu'il entrait dans une pièce. 12 années dans le renseignement militaire lui avaient conféré cet effet. Il n'était pas imposant par l'intimidation, mais par une intensité dans ses yeux gris, suggérant qu'il voyait bien plus que ce que la plupart des gens voulaient révéler. La porte d'entrée était entr'ouverte. C'était la première chose qui clochait. La main de Case se dirigea instinctivement vers sa hanche, là où il portait autrefois son arme de service, bien qu'il fût civil depuis 3 ans maintenant. De vieilles habitudes. Il poussa la porte lentement. Emma, sa fille, apparut dans le couloir. Son petit visage était strié de larmes. Sa robe de princesse était déchirée à l'épaule, et elle serrait son lapin en peluche si fort que ses jointures étaient blanches. Case fut à genoux en un instant. « Emma, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Où est ton frère ?» La lèvre inférieure d'Emma trembla. Elle ouvrit la bouche, mais seul un sanglot en sortit. « Emma. » La voix de Case était douce, mais ferme. « Où est Tyler ?» Des bruits de pas approchèrent du fond de la maison. Marcia Ramsey émergea de la cuisine, et l'œil exercé de Case capta tout ce qui n'allait pas en un seul coup d'œil. Le visage de la femme était pâle et couperosé, ses mains tremblaient, ses yeux étaient cernés de rouge, mais secs à présent. Elle avait déjà fini de pleurer. Elle portait les mêmes vêtements que la veille, lorsqu'il avait déposé les enfants. Une bouteille de vin était visible sur le comptoir de la cuisine derrière elle, vide. Case, sa voix se brisa. Nous devons parler. S'il te plaît, promets-moi que tu ne te fâcheras pas. Case se leva lentement, sa mâchoire se serrant. Il garda une voix égale. Où est mon fils, Marcia? S'il te plaît, promets-moi juste. Où est Tyler? Le tonnerre de sa voix fit pleurer Emma plus fort. Case se força à respirer, à penser comme il avait été entraîné. Contrôler la situation. Évaluer. S'adapter. Il prit Emma dans ses bras et la tint contre sa poitrine, ses larmes mouillant sa chemise. Ses yeux ne quittèrent jamais le visage de Marcia. Tu as 5 secondes pour me dire où est mon fils, ou j'appelle la police. Et ensuite, je démolis cette maison. Le sang-froid de Marcia s'effondra. Elle s'effondra dans le vieux fauteuil près de la porte, ses mains couvrant son visage. Il est parti. Tyler est parti. Je suis tellement désolé, Case. Je suis tellement désolé. Le monde sembla basculer. L'étreinte de Case sur Emma se resserra, protectrice. Parti? Qu'est-ce que ça veut dire, parti? Est-ce que quelqu'un l'a pris? Est-ce qu'il s'est éloigné? Marcia, parle-moi. C'était Waldo, chuchota TL. Mon petit ami. Tu ne l'as jamais rencontré. Sophia ne sait pas pour lui. Il m'a convaincu que ce serait mieux. Il a dit qu'un seul enfant suffisait. Que élever des jumeaux à mon âge, c'était trop. Que Sophia et toi ne pouviez pas vraiment vous permettre d'avoir 2 enfants de toute façon, avec votre prêt immobilier. Stop. La voix de Case était glaciale.
Es-tu en train de me dire que tu as laissé quelqu'un prendre mon fils? Marsha leva les yeux, le mascara coulant sur ses joues. Il a dit que c'était une bonne famille, quelqu'un qui voulait vraiment un garçon, quelqu'un qui pourrait lui donner des choses. Waldo a cet ami, Ramon, et Ramon essaie d'adopter depuis des années, mais il a quelques problèmes dans son passé. Alors. Case traversa la pièce en 3 enjambées. Il ne la toucha pas, mais il la dominait depuis le fauteuil, et Marsha se pressa contre les coussins. Lorsqu'il parla, sa voix était à peine au-dessus d'un murmure, mais Emma dirait plus tard à son thérapeute que c'était le son le plus effrayant qu'elle ait jamais entendu. « Tu as vendu mon fils. » « Non, non, ce n'était pas comme ça. Il n'y a pas eu d'argent. » Waldo a juste dit. « Tu as donné mon fils de 4 ans à un criminel qui ne peut pas adopter légalement, et tu l'as laissé emmener Tyler. » Quand? Ce matin. Vers 10 heures. Waldo est venu le chercher. Il a dit. Il a dit que Ramon avait déjà préparé une chambre, qu'il avait des jouets et tout. Il a dit que Tyler adorerait ça. Il a dit. Case sortit son téléphone et composa un numéro. Emma pleurait toujours contre son épaule, mais plus doucement maintenant, sa petite main agrippant son col. Le téléphone sonna une fois. « Sophia, viens chez ta mère tout de suite. Ne pose pas de questions. Viens juste. » « Oui, tout de suite. » Emma va bien. Elle est avec moi. Il fit une pause. Tyler a disparu. Je t'expliquerai quand tu seras là. 20 minutes. Dépêche-toi. Il raccrocha et regarda de nouveau Marsha. Tu vas tout me dire. Chaque détail. Le nom complet de Waldo, où il vit, son numéro de téléphone, les informations sur Ramon, ce que Tyler portait, tout ce dont tu te souviens de ce matin, et ensuite, tu vas prier pour que je retrouve mon fils avant que je ne décide quoi faire de toi. Marsha hocha la tête misérablement. Waldo Buckley. Son nom est Waldo Buckley. Il vit sur Industrial Street, dans ses appartements près du Vieux Moulin. Numéro 2B. Il est. Case. Ce n'est pas une bonne personne. Je le sais maintenant. Je ne sais pas à quoi je pensais. Je me sens si seul depuis la mort du père de Sophia, et Waldo était charmant, et il apportait du vin, et j'ai juste. Je ne pensais pas clairement. Son numéro de téléphone. Elle le récita. Case le mémorisa instantanément. Le nom de famille de Ramon. Stafford. Ramon Stafford. Je ne l'ai rencontré qu'une fois, il y a environ 2 mois. Waldo l'a amené ici pour dîner. Il semblait gentil, juste calme. Il travaille dans un entrepôt, je crois. Waldo a dit qu'il vit dans le nord, peut-être à 45 minutes d'ici, quelque part à la campagne. Que portait Tyler? Son jean bleu et le t-shirt rouge avec le dinosaure, ses baskets lumineuses. Il avait son sac à dos avec son lion en peluche à l'intérieur. Case prenait des notes mentales de tout, son esprit travaillant déjà à travers les possibilités. 6 heures. Tyler était parti depuis 6 heures. Un enfant de 4 ans qui venait d'être enlevé à sa grand-mère par un étranger, même si Marsha avait essayé de faire croire que tout allait bien. Le traumatisme que Tyler devait vivre en cet instant serrait la poitrine de Case de rage, mais il la refoula. L'émotion était l'ennemi de l'action efficace. Est-ce que Waldo a dit autre chose sur Ramon? Où il vit exactement? Son travail, n'importe quoi. Marsha pleurait à nouveau, essayant désespérément de se souvenir. Il a dit. Il a dit que Ramon avait fait de la prison. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas adopter légalement. Quelque chose à propos d'une agression peut-être. Et il a mentionné que Ramon avait un endroit sur un terrain, qu'il élevait des poulets ou quelque chose comme ça, que ce serait bien pour un garçon de grandir à la campagne. La porte d'entrée s'ouvrit brutalement. Sophia Harrison se précipita à l'intérieur, portant encore sa blouse d'infirmière de son service. Elle avait 35 ans, les cheveux noirs tirés en queue de cheval, et son visage était un masque de terreur. Case, qu'est-ce qui se passe? Où est Tyler? Case se tourna vers elle, tenant toujours Emma. Ta mère a laissé son petit ami emmener notre fils. Pendant un moment, Sophia resta simplement figée. Puis elle regarda sa mère, et Case vit l'expression de sa femme passer par l'incrédulité, la confusion, l'horreur, et enfin une fureur froide qu'il n'avait vue qu'une seule fois auparavant, lorsqu'un conducteur ivre avait failli percuter leur voiture avec les jumeaux à l'intérieur.
Maman, sa voix était dangereusement calme. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Marsha commença à s'expliquer à nouveau, les mots se bousculant, et Case vit le visage de Sophia se durcir à chaque phrase. Quand Marsha eut fini, Sophia se tourna vers Case. Qu'est-ce qu'on fait? Case posa Emma doucement sur le canapé, s'agenouillant pour la regarder dans les yeux. Emma, ma chérie, j'ai besoin que tu sois courageuse. Tu peux faire ça? Tu peux rester assise juste ici pendant que maman et moi parlons à grand-mère? Emma hocha la tête, serrant toujours son lapin. Case se leva et sortit son téléphone à nouveau, mais cette fois, il ne composa pas de numéro. D'abord, on trouve Tyler. On n'appelle pas encore la police. Quoi? Case, on doit. Réfléchis, Sophia. Ta mère a volontairement donné notre fils à quelqu'un. Elle dira qu'elle pensait que c'était un arrangement temporaire, ou qu'elle était confuse, ou peu importe. Waldo et Ramon prétendront que c'était un malentendu. Tyler est parti depuis 6 heures. Le temps que la police traite tout cela, remplisse les rapports, obtienne des mandats, si tant est qu'ils le puissent, nous serons demain, ou plus tard encore, et ces types sauront que nous arrivons. La formation médicale de Sophia la rendait pragmatique. Alors, quel est ton plan? Case regarda Marsha. Tu vas appeler Waldo tout de suite. Tu vas lui dire que tu es inquiète, que tu veux savoir comment Tyler s'installe. Tu vas demander si tu peux venir le voir. Tu vas être douce et préoccupée. Rien de plus. Tu peux faire ça? Marsha hocha la tête frénétiquement. Oui. Oui, je peux faire ça. Et tu vas mettre le haut-parleur. Si tu le préviens de quelque manière que ce soit, si tu dis autre chose que ce que je viens de te dire, je ferai en sorte que tu ne revoies jamais Emma. Et je ferai en sorte que Sophia sache exactement quel genre de mère tu es. Est-ce que je suis clair? Case? Sursauta Sophia. Est-ce que je suis clair, Marsha? Oui, chuchota Marsha. Case lui tendit son téléphone avec le numéro de Waldo déjà entré. Appel. Les mains de Marsha tremblaient alors qu'elle appuyait sur la touche d'appel et activait le haut-parleur. Ça sonna 4 fois avant qu'une voix rocailleuse ne réponde. Ouais, Waldo. Chérie, c'est Marsha? Quoi de neuf, bébé? Je suis un peu occupé là. J'étais juste. Je me demandais comment va le petit bonhomme. Est-ce qu'il s'installe bien chez Ramon? Il y eut une pause. Les yeux de Case se plissèrent. Quand Waldo parla à nouveau, son ton était différent. Suspicieux. Il va bien. Pourquoi tu as des doutes? On a parlé de ça, Marsha? Tu as dit que tu comprenais. Je sais. Je sais. Je m'inquiète juste. C'est tout. Tu me connais. Je suis une inquiète. Je pensais que peut-être je pourrais monter ce week-end juste pour le voir. M'assurer qu'il est heureux. Non. Le mot tomba, plat. Ramon ne veut pas ça. Tu as dit que tu pouvais gérer ça. C'était un mensonge? Non. Bien sûr que non. Je voulais juste. Alors fais confiance au processus. Le gamin est mieux là-bas. Il a de l'espace pour courir, des jouets, tout ça. Plus que ce que tu avais ici. Plus que ce que ses parents pouvaient lui donner en travaillant tout le temps. Tu as fait la bonne chose, Marsha? Ne me fais pas regretter de t'avoir fait confiance. La menace implicite était claire. La mâchoire de Case se serra. La voix de Marsha était petite. D'accord, tu as raison. Je suis désolé. Bonne fille. Je t'appellerai plus tard. Et Marsha, ne m'appelle plus à ce sujet. On en a fini avec ce sujet. La ligne fut coupée. Le visage de Sophia était blanc. Il l'a menacée. Il l'a déjà menacée avant, n'est-ce pas? Maman. Marsha ne pouvait pas croiser le regard de sa fille. Case reprit son téléphone. Ça n'a pas d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est de trouver Tyler. Il regarda Marsha une dernière fois. Y a-t-il autre chose? N'importe quoi que tu as vu ou entendu qui pourrait nous dire où habite Ramon? Marsha réfléchit intensément. Quand Ramon était ici pour le dîner, Waldo a plaisanté sur le fait que Ramon vivait loin. Il a dit quelque chose comme 40 miles jusqu'à l'épicerie la plus proche. Et Ramon a ri,
et a dit que c'était plutôt 30 si on prenait les routes départementales. Et Ramon avait de la boue sur ses bottes. De la boue rouge. Je m'en souviens parce que ça a taché mon tapis et je n'ai pas pu l'enlever. Sol argileux rouge. Zone rurale, 30 à 45 minutes au nord. Assez de terrain pour des poulets. Ex-détenu nommé Ramon Stafford. Case se dirigeait déjà vers la porte. Sophia, ramène Emma à la maison. Reste là-bas et attends mon appel. N'appelle pas encore la police. Donne-moi 12 heures. Case, c'est de la folie. Laisse la police s'en occuper. Il se tourna vers elle. Et elle vit quelque chose dans ses yeux qui lui rappela l'homme qu'elle avait rencontré il y a 12 ans. Celui qui était revenu de déploiement à l'étranger avec des ombres dans le regard, et une façon de devenir complètement immobile qui la rendait nerveuse. Elle avait pensé que la vie civile avait adouci ses traits. Elle avait eu tort. La police mettra trop de temps et posera trop de questions. J'aurai Tyler de retour avant minuit. Fais-moi confiance. Sophia voulait discuter, mais elle regarda sa fille assise, traumatisée, sur le canapé. Et elle pensa à son fils quelque part dehors, confus et effrayé, et elle hocha la tête. 12 heures, ensuite j'appelle tout le monde. Case embrassa son front. Je le ramènerai à la maison. Il sortit sans un autre mot pour Marsha. En montant dans son camion, il passait déjà des appels. Le premier était pour Daniel Dyer, un détective privé avec qui il avait travaillé durant sa dernière année de service. Daniel était devenu civil un an avant Case et dirigeait maintenant une petite agence en centre-ville. Plus important encore, il avait accès à des bases de données que les civils n'étaient pas censés toucher. D'ailleurs. Danny, c'est Case Harrison. J'ai besoin d'une faveur et j'en ai besoin vite. Case, ça fait un bail. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin que tu vérifies un nom pour moi. Ramon Stafford. Il a un casier, probablement pour agression. Je cherche une adresse actuelle, particulièrement quelque chose de rural avec du terrain, dans les 45 minutes au nord de la ville. Sol argileux rouge dans la zone. J'ai besoin de ça dans l'heure. Bon sang, Case, c'est précis. De quoi s'agit-il? Quelqu'un a pris mon fils. Je vais le récupérer. Il y eut une pause. N'en dis pas plus. Donne-moi 45 minutes. L'appel suivant de Case était pour un autre vieux contact, quelqu'un qui lui devait une faveur de séjour dans le renseignement. King Williamson répondit à la première sonnerie. Harrison, je ne m'attendais pas à t'entendre. J'ai besoin de tout savoir sur un type nommé Waldo Buckley. Il vit au 2B Industrial Street Appartement. J'ai besoin de son passé complet, ses associés, sa routine, tout ce que tu peux déterrer. Pour quand? Pour hier. King siffla. Si urgent que ça, hein? Donne-moi quelques heures. 1 heure, King. C'est mon fils. D'accord. 1 heure. Case raccrocha et commença à conduire. Pas vers la maison. Pas encore. Il avait un arrêt à faire d'abord. 20 minutes plus tard, il se garait devant un centre de stockage en périphérie de la ville. Il gardait l'unité 247 sous son propre nom, une chose que Sophia ignorait. À l'intérieur se trouvaient des objets de sa vie antérieure, des objets dont il s'était dit qu'il n'aurait plus jamais besoin. Il déverrouilla l'unité et remonta la porte roulante. À l'intérieur, il y avait des cartons, quelques meubles, et dans le coin du fond, une mallette en acier verrouillée. Case l'ouvrit avec une clé qu'il conservait dans la boîte à gants de son camion. Dans la mallette se trouvait son ancien équipement, gilet tactique, lunettes de vision nocturne, attache rapide, un couteau de combat, et d'autres outils de son ancien métier. Et sous tout cela, enveloppé dans un tissu huilé, se trouvait son arme de poing personnelle, un SIG Sauer P226 qui l'avait accompagné lors de 3 déploiements. Case vérifia l'arme, la chargea, et la glissa dans sa ceinture sous sa veste. Il ne prévoyait pas de l'utiliser, mais il avait appris il y a longtemps qu'avoir des options était ce qui séparait les survivants des victimes. Son téléphone vibra. Daniel. J'ai 3 possibilités pour Ramon Stafford. L'un est incarcéré depuis 2 ans, donc oublie celui-là. Un autre vit en ville dans un appartement en copropriété. Pas bon non plus. Mais le 3e est intéressant. Ramon Stafford, 42 ans, a fait 18 mois pour agression aggravée il y a 5 ans. Sorti, a déménagé dans une propriété dans le comté de Fairfield.
12 acres, pas de voisins proches. Les registres du comté l'indiquent comme agricole. Il est enregistré comme éleveur de volailles. Ça correspond à ta description. Adresse, 458 Old Mill Road, comté de Fairfield. C'est à environ 45 minutes au nord-est. La route n'est pas goudronnée sur les 3 derniers miles. Isolé comme pas possible. Envoie-moi les coordonnées GPS. C'est déjà fait. Case, tu veux du renfort là-dessus? Non, mais garde ton téléphone allumé. Si tu n'as pas de nouvelles de moi avant minuit, appelle la police et donne-leur tout. Sois prudent, mec. Case raccrocha et regarda sa montre. 19h15, Tyler était parti depuis 9h. Il remonta dans son camion et entra les coordonnées dans son GPS. Alors qu'il conduisait, son téléphone sonna à nouveau. King Williamson. Waldo Buckley est un sacré numéro. 2 condamnations pour trafic de drogue, une pour agression avec une arme mortelle. A fait 8 ans au total, est sorti depuis 3 ans. Associé connu inclut plusieurs autres criminels condamnés. La partie intéressante, il a un cousin qui travaille pour la protection de l'enfance. C'est probablement comme ça qu'il connaissait assez bien le système pour l'éviter. Continue. Il voit ta belle-mère depuis environ 6 mois. On dirait qu'il l'a ciblée. Elle a une pension décente de son défunt mari. Waldo a fait des retraits sur ses comptes. De petites sommes, mais ça s'accumule. Il la saigne à blanc lentement. La prise de Case se resserra sur le volant. Quoi d'autre? Ramon Stafford est l'un de ses anciens compagnons de cellule de son premier séjour. Ils ont été liés à des activités douteuses depuis qu'ils sont sortis tous les deux, mais rien qui n'ait collé. La rumeur dit qu'ils sont impliqués dans une sorte de service de placement officieux. En gros, ils mettent en relation des criminels qui veulent des enfants avec des parents désespérés ou compromis, prêts à les abandonner. Ton fils n'est probablement pas le premier. Jésus. Ouais, écoute, Case, c'est plus gros que juste ton gamin. Si tu t'attaques à ces types, tu marches dans quelque chose qui pourrait te revenir en pleine face. Mon conseil, appelle le FBI. Ils ont une force opérationnelle qui gère ce genre de choses. Et regardez l'affaire s'empêtrer dans la bureaucratie pendant des semaines alors que Tyler est traumatisé. Non merci. Je vais gérer ça à ma façon. Je me doutais que tu dirais ça. Sois juste intelligent. Ce ne sont pas des amateurs. Moi non plus. Case mit fin à l'appel et se concentra sur la route. Le soleil se couchait maintenant, peignant le ciel de nuances d'orange et de violet. Il conduisit vers le nord, la ville laissant place aux banlieues, puis à la campagne rurale. Le GPS montrait qu'il se rapprochait de Old Mill Road. Il pensait à Tyler. Son fils était probablement terrifié en ce moment, appelant maman et papa, se demandant pourquoi personne ne venait. Ou peut-être que Ramon lui avait raconté une histoire, disant que c'était un jeu, qu'il allait surprendre ses parents plus tard. Peut-être que Tyler pensait encore que grand-mère allait revenir le chercher. La rage que Case avait gardée soigneusement contrôlée commença à bouillonner. Il avait passé des années à apprendre à la gérer, à la canaliser vers une action productive. L'armée lui avait appris que l'émotion rendait négligent, que le calcul froid gagnait les combats. Mais il lui avait aussi appris que l'agression contrôlée, correctement focalisée, était une arme en soi. Il tourna sur Old Mill Road alors que la dernière lumière disparaissait du ciel. Le bitume s'arrêta après un mile, devenant de la terre et du gravier. Case éteignit ses phares et ralentit, utilisant le GPS et sa vision nocturne pour naviguer. Il ne voulait pas annoncer son arrivée. 3 miles plus loin, il la vit. Une ferme en retrait de la route, des lumières brillant aux fenêtres. Un pick-up rouillé était garé dans l'allée à côté d'une berline plus récente. Des poulaillers étaient visibles derrière la maison, et au-delà, des champs sombres s'étendaient vers une lisière d'arbres. Case gara son camion un quart de mile plus loin et approcha à pied, se déplaçant à travers les broussailles parallèlement à la route. Sa formation militaire lui revint instantanément, comment se déplacer silencieusement, comment utiliser le terrain, comment observer sans être vu. Il contourna la propriété par l'arrière. Restant bas près d'une fenêtre éclairée, il put voir ce qui ressemblait à un salon. Un homme était assis sur un canapé, massif, chauve, la trentaine passée ou début quarantaine. Ramon Stafford. Apparemment, il regardait la télé, une bière à la main. Case scanna le reste de la maison depuis son point d'observation. Une autre fenêtre montrait une cuisine vide.
Une troisième fenêtre. Son cœur s'arrêta. Tyler, son fils, était dans ce qui ressemblait à une chambre, assis sur un petit lit, portant toujours son t-shirt dinosaure. Il tenait son lion en peluche. Et même de l'extérieur, Case pouvait voir que son visage était couperosé d'avoir pleuré. Mais il était vivant. Il était entier. Il était là. Case dut se retenir physiquement de passer par la fenêtre à cet instant précis, mais il se força à réfléchir. Entrer en force mettrait Tyler en danger. Il devait être malin. Il recula et fit à nouveau le tour de la propriété, comptant les fenêtres, notant les portes. La maison était vieille, probablement construite dans les années 70. 2 entrées, avant et arrière. La porte arrière semblait avoir un simple verrou à peine dormant. Il y avait une contre-porte à l'avant, probablement verrouillée de l'intérieur. Aucun autre véhicule n'était visible, ce qui signifiait que Ramon était probablement seul. Mais Case devait en être sûr. Il sortit son téléphone et appela la maison. Il avait obtenu le numéro grâce à Daniel. Il était listé au nom de Ramon. À l'intérieur, il vit Ramon avoir l'air surpris, puis se lever et marcher vers la cuisine où un téléphone mural était accroché. Il décrocha. Ouais. Case déguisa sa voix, la rendant plus rauque. Ramon Stafford? C'est qui? Je m'appelle Cooper. J'ai eu votre numéro par Waldo. Je suis dans le coin. Vous pourriez peut-être m'aider avec une situation. La voix de Ramon devint prudente. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr que si. Waldo a dit que vous l'aviez aidé récemment. A dit que vous avez une installation qui fonctionne bien. J'ai une situation similaire. Divorce compliqué, l'ex-femme fait des menaces, et j'ai une fille que je dois protéger. Waldo a dit que vous pouviez aider. Il y eut une longue pause. Waldo n'aurait pas dû vous donner ce numéro. Il ne l'a pas fait. Je l'ai convaincu de le partager. Écoutez, je peux faire en sorte que ça vaille votre temps. Je cherche juste des informations pour le moment. Peut-être qu'on pourrait se rencontrer, en discuter. Je ne suis pas loin du comté de Fairfield. Demain matin, ça irait? Non. Et n'appelez plus ce numéro. Ramon raccrocha. Case sourit sinistrement. L'appel avait servi son but. Il avait confirmé que Ramon était seul, et il l'avait déstabilisé. Ramon appellerait probablement Waldo maintenant, ce qui était bien. Case voulait qu'il soit nerveux. Il se déplaça vers la porte arrière et examina la serrure. Simple, comme il le pensait. Il sortit un petit kit de sa poche, des outils de crochetage qu'il avait gardés de ses jours dans le renseignement. 30 secondes plus tard, le pen dormant cliqua et s'ouvrit. Case sortit son arme et entra silencieusement dans la maison. La cuisine était à sa droite, vide. Le salon était droit devant. Il pouvait entendre la télé diffusant une émission sportive. Il traversa la cuisine, posant ses pieds avec précaution, pour éviter de faire grincer le parquet. Ramon était toujours sur le canapé, dos à Case. Son téléphone était dans sa main. Il envoyait un texto à quelqu'un, probablement Waldo. Case traversa le salon en 4 pas rapides et pressa le canon de son arme contre l'arrière de la tête de Ramon. Ne bouge pas. Ne parle pas. Hoche la tête si tu comprends. Ramon se figea, puis hocha la tête lentement. Pose le téléphone sur le canapé à côté de toi. Lentement. Ramon s'exécuta. Maintenant, lève-toi. Garde tes mains là où je peux les voir. Ramon se leva, ses mains se levant. Il était plus grand que Case ne l'avait prévu, peut-être un M88, et lourd, avec du muscle tournant au gras. Mais la taille importait peu quand c'était vous qui aviez l'arme. Case recula, gardant l'arme braquée sur lui. Retourne-toi. Ramon se retourna. Son visage était rouge, les yeux écarquillés. T'es qui, putain? Je suis le père du garçon que tu as dans ta chambre d'amis. Nous allons marcher dans ce couloir. Tu vas ouvrir la porte, et ensuite tu vas rester très immobile pendant que je récupère mon fils. Si tu fais quoi que ce soit qui me déplaît, je te mets une balle dans le genou, puis dans l'autre genou. Ensuite, nous aurons une conversation beaucoup plus longue et beaucoup plus douloureuse. C'est clair? Écoute, mec. Je ne sais pas ce que Waldo t'a dit, mais tout ça a été légal. La grand-mère a signé des papiers. Elle a donné la permission. J'ai de la documentation.
Avance. Case fit un geste vers le couloir avec l'arme. Ramon marcha lentement, Case suivant. Ils atteignirent la porte de la chambre. Case pouvait entendre Tyler pleurer doucement à l'intérieur. Ouvre-la. Ramon ouvrit la porte. Tyler leva les yeux de son lit, ses yeux s'agrandissant lorsqu'il vit son père. Papa. Eh, bonhomme. C'est bon. Papa est là. Case garda ses yeux et son arme sur Ramon. Tyler, j'ai besoin que tu viennes ici vers moi. Tu peux faire ça? Tyler descendit précipitamment du lit et courut vers Case, enroulant ses bras autour de la jambe de son père. Case se pencha et le souleva avec son bras libre, le serrant fort. Tyler enfouit son visage dans l'épaule de Case, sanglotant. C'est bon, champion. Tu es en sécurité maintenant. Je te tiens. Case recula vers le couloir, gardant Ramon en ligne de mire. Où est ton téléphone? Salon. Là où je l'ai laissé tomber. D'autres téléphones dans la maison. Tablette, ordinateur portable? Ordinateur portable dans la chambre, au fond du couloir. Montre-moi. Lentement. Ils marchèrent jusqu'à la chambre principale. Case gardait Tyler contre lui avec son bras gauche, l'arme dans sa main droite ne vacillant jamais. Ramon pointa un ordinateur portable sur un bureau. Case fit un geste vers celui-ci. Est-ce qu'il est protégé par un mot de passe? Ouais. Déverrouille-le. Ramon s'assit au bureau et tapa un mot de passe. L'écran s'alluma, montrant un fond d'écran de paysage de montagne. Case scanna les icônes. Plusieurs dossiers étaient étiquetés avec des initiales et des dates. Sa mâchoire se serra. Combien? Demanda-t-il calmement. Quoi? Combien d'enfants Waldo et toi avez-vous traité comme ça? Ramon ne répondit pas. Case leva légèrement l'arme. Je t'ai posé une question. 7, dit Ramon finalement. Y compris ton gamin. Mais ce n'est pas ce que tu penses. C'étaient toutes des situations où les enfants étaient mieux ailleurs. Des parents qui ne pouvaient pas s'en occuper, des familles qui galéraient. On a donné à ces enfants de meilleurs foyers. Vous avez trafiqué des enfants de familles désespérées et vous les avez donnés à des gens qui ne pouvaient pas adopter légalement parce que ce sont des criminels. N'essaie pas d'embellir ça. Le visage de Ramon s'assombrit. Va te faire foutre. Tu ne sais rien. Certains de ces enfants étaient négligés, maltraités même. Au moins avec mes gens, ils ont de la nourriture, un abri, de l'attention. Case sentit Tyler trembler contre lui. Il baissa la voix, la rendant plus froide. Tu as pris mon fils de la maison de sa grand-mère il y a 6 heures. Il a 4 ans. Il a pleuré pour ses parents toute la journée. Est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé? Waldo a dit que la grand-mère tenait à peine le coup. A dit qu'elle buvait, qu'elle oubliait de les nourrir. Il a dit. Waldo est un menteur qui manipule des femmes seules et vole leur argent. Et tu es un trafiquant d'enfants. Il n'y a aucune version de cette histoire où tu es le héros. Case attrapa une clé USB sur le bureau et la lança à Ramon. Copie tout ce qui est dans ces dossiers sur ça. Chaque fichier, chaque nom, chaque adresse. Mec, tu ne veux pas faire ça. Certaines de ces personnes sont sérieusement dangereuses. S'ils découvrent que tu as leurs informations. Copie les fichiers. Ramon tressaillit et commença à copier les fichiers. Cela prit plusieurs minutes. Quand il eut fini, Case lui fit poser la clé sur le sol et la pousser du pied. Case l'empocha, tenant toujours Tyler. Maintenant, nous allons marcher dehors. Tu vas t'asseoir dans ton camion, et tu ne vas pas bouger jusqu'à ce que je sois parti. Si tu me suis, j'appelle tous les flics de l'État et je leur donne cette clé avec tes informations dessus. Si tu préviens Waldo, même chose. Si tu penses ne serait-ce qu'à t'en prendre à ma famille, je reviendrai ici et je finirai ce que j'ai commencé. Et la prochaine fois, je ne serai pas aussi patient. C'est clair? Ramon hocha la tête, le visage pâle à présent. Ils marchèrent dehors. Case fit asseoir Ramon dans le camion avec ses mains sur le volant, là où Case pouvait les voir. Puis Case recula vers son propre camion, garé plus bas sur la route, ne quittant jamais Ramon des yeux jusqu'à ce qu'il soit hors de vue après un virage. Il rengaina son arme et serra Tyler fort avec ses 2 bras. Tu vas bien, mon grand. Tu es en sécurité. On rentre à la maison voir maman et Emma. Papa, j'avais peur, sanglota Tyler.
Ce monsieur a dit que grand-mère voulait que je reste avec lui, mais je voulais rentrer à la maison. Je voulais toi et maman. Je sais, champion. Je sais. Grand-mère a fait une erreur. Une très grosse erreur. Mais tu es en sécurité maintenant. Je te promets que rien de tel n'arrivera plus jamais. Case attacha Tyler sur le siège passager et conduisit vite, vérifiant constamment son rétroviseur pour s'assurer que Ramon ne suivait pas. Il appela Sophia. Je l'ai. Il est en sécurité. On rentre? Le cri de soulagement de Sophia résonna à travers le téléphone. Dieu merci. Dieu merci. Est-ce qu'il est blessé? Non. Effrayé, mais pas blessé. On sera là dans 30 minutes. Il conduisit à travers la nuit, Tyler finissant par s'endormir sur le siège passager, épuisé d'avoir pleuré. L'esprit de Case travaillait déjà sur la phase suivante. Ramon et Waldo avaient commis de multiples crimes. La clé USB contenait des preuves d'une opération de trafic d'enfants, mais si Case la remettait simplement à la police, il y aurait des questions sur la façon dont il l'avait obtenue, des questions sur l'effraction chez Ramon, des questions sur les menaces sous la menace d'une arme. Et il y avait autre chose qui le dérangeait, ce que Waldo avait dit au téléphone. Ne me fais pas regretter de t'avoir fait confiance. Il avait menacé Marsha, ce qui signifiait que ce n'était pas fini. Même si Ramon avait été effrayé, Waldo était toujours là. Et Waldo savait où vivaient Sophia et les enfants. Non, cela devait être fini correctement. Pas juste récupérer Tyler, mais s'assurer que ces hommes ne puissent plus jamais faire ça à qui que ce soit. Case entra dans son allée à 21h40. Sophia se précipita hors de la maison avant même qu'il n'ait coupé le moteur. Elle tira Tyler du camion et le tint en pleurant et en riant en même temps. Emma arriva en courant de la maison. Et bientôt, tous les quatre se tenaient dans l'allée sous la lumière du Porsche. Plus jamais, dit Sophia avec ferveur, regardant Case par-dessus la tête de Tyler. Plus jamais, jamais. Plus jamais, approuva Case. Je le promets. Mais alors même qu'il le disait, il pensait à Waldo Buckley, à la clé USB dans sa poche, et à toutes les pièces d'un plan qui commençait à s'assembler dans son esprit. Après les retrouvailles, après que Tyler eut été lavé, nourri et mis au lit dans sa propre chambre avec Emma dormant dans la chambre d'à côté, Case s'assit à la table de la cuisine avec Sophia. Elle avait fait du café, bien qu'aucun d'eux n'en voulait vraiment. Ils avaient juste besoin de faire quelque chose de leurs mains. Dis-moi tout, dit-elle. Alors il le fit. Il lui raconta comment il avait retrouvé Ramon, comment il était entré dans la maison, les fichiers sur l'ordinateur portable. Il lui montra la clé USB. Il y a 6 autres familles là-dessus, dit-il doucement. 6 autres enfants qui ont été enlevés. Nom, adresse, date. C'est plus gros que juste Tyler. Le visage de Sophia se durcit. Alors on va voir la police maintenant. Ce soir. On leur donne tout, et ils arrêteront Ramon et probablement Waldo tôt ou tard. Mais le processus judiciaire prendra des mois, peut-être des années. Et pendant ce temps, les gens qui ont ces 6 autres enfants seront prévenus. Ils disparaîtront, changeront de nom, déménageront. Ces enfants seront perdus dans le système pour toujours. Alors, qu'est-ce que tu dis? Case se pencha en avant. Je dis que nous devons être malins. Je dis que je dois finir ce que j'ai commencé avant d'impliquer les autorités. Je dois m'assurer, non seulement que Ramon et Waldo ne puissent plus jamais recommencer, mais aussi que ces 6 autres enfants retournent dans leur famille. Et je dois le faire d'une manière qui ne nous retombe pas dessus. Sophia le fixa. Case, tu me fais peur. Qu'est-ce que tu prévois exactement? Quelque chose qui marchera. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance comme tu l'as fait ce soir. Elle resta silencieuse un long moment, son café refroidissant devant elle. Finalement, elle hocha la tête. 3 jours. Tu as 3 jours pour faire ce que tu prévois. Ensuite, nous allons voir la police avec tout, quoi qu'il arrive. Marché conclu? Marché conclu. Ils allèrent se coucher, mais Case ne dormit pas. Il resta allongé dans le noir, écoutant la respiration de Sophia à côté de lui, et pensa au prochain mouvement. Waldo était la clé. Ramon était un suiveur, quelqu'un sur qui on pouvait faire pression. Mais Waldo était l'architecte. C'était lui qui avait les connexions, celui qui avait monté toute cette opération. Et c'était lui qui avait manipulé Marsha. Vers 3 heures du matin,
Case se leva et alla dans son bureau. Il brancha la clé USB sur son ordinateur et commença à examiner les fichiers plus attentivement. Chaque dossier représentait un enfant différent. À l'intérieur se trouvaient des noms, des dates, des photos et, plus accablant encore, des notes manuscrites sur les placements. Un fichier attira son attention. Un garçon nommé Marcus, 6 ans, placé il y a 8 mois chez un couple dans un comté voisin. Selon les notes, la mère avait été convaincue d'abandonner son fils parce qu'elle faisait face à une expulsion et que son petit ami était violent. Waldo avait présenté cela comme une solution temporaire qui était devenue permanente. Le couple qui avait pris Marcus avait des antécédents de violence domestique et ne pouvait pas passer une vérification standard des antécédents. Case se sentit malade, mais il ressentit aussi autre chose. Une colère froide et concentrée qu'il reconnaissait de ses jours militaires. C'était le genre de colère qui n'explosait pas en rage. Elle calculait, elle planifiait, elle exécutait. Il passa le reste de la nuit à compiler les informations de la clé, croisant les noms avec des bases de données en ligne, établissant des profils de toutes les personnes impliquées. Lorsque Sophia descendit à 6 heures, il avait une liste de 12 personnes directement impliquées dans le réseau de trafic, Waldo et Ramon, 4 autres destinataires, et 6 facilitateurs, des gens comme Marsha qui avaient été convaincus ou manipulés pour abandonner des enfants. « Je dois sortir aujourd'hui », dit-il à Sophia au petit déjeuner. Les enfants dormaient encore. « Je dois mettre certaines choses en marche. » Quelles choses ? Moins tu en sais pour le moment, mieux c'est. Si ça tourne mal et que la police commence à poser des questions, je veux que tu puisses dire honnêtement que tu ne connais pas les détails. Sophia n'aimait pas ça, mais elle comprit. Sois prudent. Et Case, quoi que tu prévois, assure-toi que ça vaille le risque. On vient juste de récupérer Tyler. Je ne peux pas te perdre toi aussi. Tu ne me perdras pas. Je le promets. Le premier arrêt de Case fut pour voir Daniel Dyer. Il entra dans le bureau du détective à 8h30 précise, portant un sac de sport. Daniel leva les yeux de son ordinateur et siffla en voyant le visage de Case. « Tu as l'air de ne pas avoir dormi. »« Je n'ai pas dormi. »« Écoute, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose d'officieux. »« À quel point officieux ? » ?»« Très officieux. Possiblement illégal. Définitivement bordélique. » Daniel se recula dans sa chaise. « Dis-moi. » Case expliqua la situation, lui montra les fichiers de la clé USB. L'expression de Daniel s'assombrit à mesure qu'il lisait les documents. Jésus-Christ. C'est une affaire pour le FBI qui n'attend qu'à éclater. C'est bien le problème. Si on va voir le FBI maintenant, ça prendra des mois pour monter un dossier. Les enfants seront déplacés. Les preuves disparaîtront. Et on aura de la chance s'ils attrapent la moitié de ces gens. Je les veux tous. Maintenant, qu'est-ce que tu attends de moi ? J'ai besoin d'adresses vérifiées pour les 12 personnes sur cette liste. Localisations actuelles, routine, situation de sécurité. Et j'ai besoin de ça pour demain. C'est une grosse commande. Tu peux le faire ? Daniel étudia la liste. La plupart de ça, je peux l'obtenir par les canaux habituels. Quelques-uns de ces types, j'aurai besoin de faire du travail de terrain. Qu'est-ce que tu prévois une fois que tu auras les adresses ? Mieux vaut que tu ne le saches pas encore. Case, si tu prévois ce que je pense que tu prévois. Je ne prévois de tuer personne, si c'est ce qui t'inquiète. Mais je prévois de m'assurer que ces gens fassent face aux conséquences. De vraies conséquences. Le genre qui colle à la peau. Daniel réfléchit un long moment, puis hocha la tête. D'accord, j'aurai ce dont tu as besoin demain après-midi. Mais Case, ne fais rien de stupide. Tu as une famille à laquelle penser. C'est exactement pour ça que je fais ça. Le prochain arrêt de Case était plus délicat. Il conduisit jusqu'aux appartements d'Industrial Street et se gara en face du bâtiment 2. Le bâtiment de Waldo. Il s'assit et observa pendant 2 heures, apprenant les allées et venues. La voiture de Waldo, une Chevy Impala délabrée, était garée à la place 2B. Les rideaux de la fenêtre de l'appartement étaient tirés, mais occasionnellement, Case voyait du mouvement derrière eux. À 11 heures, Waldo émergea. Il était grand et dégingandé, avec des cheveux noirs gras tirés en queue de cheval, et un visage qui semblait avoir été cassé quelquefois. Il portait une veste en cuir malgré la chaleur, et avait la vigilance tendue de quelqu'un qui avait passé du temps en prison.
Case le suivit à distance alors que Waldo conduisait jusqu'à un magasin de colis, achetait des cigarettes et des billets de loterie, puis conduisait jusqu'à un restaurant du côté sud. Waldo entra et rencontra un autre homme, hispanique, la trentaine, portant des vêtements de travail. Ils parlèrent pendant 20 minutes autour d'un café. De l'argent changea de main sous la table. Case prit des photos avec son téléphone. Puis il appela King Williamson à nouveau. « J'ai besoin que tu vérifies un autre nom pour moi. » Homme hispanique, environ 35 ans, rencontrant Waldo Buckley au Lucy's dîner sur Maple Street. « Vois si tu peux l'identifier à partir des images de la caméra de surveillance à l'extérieur. Je t'envoie le redatage. Tu t'attaques vraiment à ces types, n'est-ce pas? Oui. Sois juste prudent. Waldo a des relations. Énerve les mauvaises personnes et ça pourrait te revenir dessus violemment. Laisse-moi m'inquiéter de ça. Case passa le reste de la journée à filer Waldo, apprenant sa routine. Le soir venu, il avait une image claire de l'opération de Waldo. L'homme dirigeait plusieurs arnaques. Le trafic d'enfants n'était qu'une pièce du puzzle. Il trafiquait aussi des pilules sur ordonnance, dirigeait une opération d'usurpation d'identité à petite échelle, et prenait une part de plusieurs autres criminels en tant qu'intermédiaire. Waldo était un connecteur, quelqu'un qui savait faire correspondre les besoins avec les fournisseurs, tout en restant juste assez en retrait pour éviter une culpabilité directe. C'est ce qui allait causer sa chute. À 19h, Case appela Marsha. Elle répondit à la première sonnerie. « Case? Comment va Tyler? Est-ce qu'il? Il va bien. Pas grâce à toi. Écoute-moi attentivement, Marsha. J'ai besoin que tu fasses exactement ce que je dis, et j'ai besoin que tu ne poses pas de questions. Tu peux faire ça? Oui. Dieu, oui. N'importe quoi. Demain matin, 9h, j'ai besoin que tu appelles Waldo et que tu lui dises que tu as besoin de le voir d'urgence. Dis-lui que tu es inquiète que Sophia et moi allions à la police, que nous posons des questions. Dis-lui que tu as besoin de parler en personne pour trouver quoi faire. Tu peux être convaincante? Je pense. Tu dois l'être. S'il soupçonne que quelque chose cloche, ça ne marchera pas. Dis-lui de te retrouver chez toi. Dis-lui de venir seul parce que tu ne veux pas que quelqu'un d'autre sache pour cette conversation. Tu peux faire ça? Oui. Mais Case, qu'est-ce que tu? Ne demande pas, fais juste confiance au fait que cela arrangera les choses. Et Marsha, après-demain, tu ne reverras plus jamais Waldo. Jamais. S'il t'appelle, tu ne réponds pas. S'il se pointe, tu appelles la police. Compris? Compris. Case raccrocha et rentra chez lui. Sophia l'attendait. Comment ça s'est passé? C'est en route. Demain matin, tout se met en place. Et ensuite? Et ensuite, on va voir la police avec des preuves qui mettront Waldo et tout son réseau à l'ombre pour un très long moment. Mais d'abord, je dois m'assurer que ces 6 autres enfants rentrent chez eux en sécurité. Sophia lui prit la main. Tu penses vraiment que tu peux faire ça? Je sais que je peux. J'ai fait des choses plus difficiles dans des situations pires avec moins de ressources. Il s'agit juste d'être intelligent et de garder 3 coups d'avance. Cette nuit-là, Case dormit enfin, mais c'était le sommeil léger d'un soldat avant une mission, son esprit passant déjà en revue les scénarios et les imprévus. Le lendemain matin à 9h précise, Case était garé 3 maisons plus bas que chez Marsha, observant à travers les vitres teintées du camion. Pile à l'heure, l'impala de Waldo entra dans l'allée. Waldo sortit, l'air irrité, et marcha jusqu'à la porte d'entrée. Marsha le laissa entrer. Case attendit 5 minutes pour s'assurer que Waldo était installé. Puis il marcha jusqu'à la maison. Il avait donné des instructions à Marsha pour laisser la porte d'entrée déverrouillée. Il entra silencieusement. Des voix venaient du salon. La voix de Waldo était tranchante, en colère. Je t'avais dit de ne pas paniquer. Ramon a dit que quelqu'un l'avait appelé hier soir pour poser des questions. Et ensuite un type est entré chez lui avec une arme. C'était ton gendre? Tu lui as dit quelque chose? Je ne l'ai pas fait. Je le jure, Waldo, je ne lui ai rien dit qu'il n'ait pas déjà deviné. Il savait juste que Tyler était avec Ramon. Je ne sais pas comment. Tu mens. Tu as dit que tu pouvais garder ta bouche fermée. Tu as dit que ta famille ne. Case entra dans la pièce.
Elle dit la vérité. Elle ne m'a pas dit. J'ai deviné tout seul. Waldo fit volte-face, sa main allant vers sa veste. Case avait déjà son arme dégainée. Je ne ferai pas ça. Mets tes mains où je peux les voir. Les yeux de Waldo se plissèrent, mais il leva les mains. Tu fais une grosse erreur, l'ami. Je ne suis pas ton ami. Et la seule erreur a été la tienne, prendre mon fils. Ce n'était pas personnel. C'était le business. La vieille dame ici ne pouvait pas gérer deux gosses. Je t'ai rendu service. Le visage de Case était de marbre. Assieds-toi sur le canapé. Waldo s'assit lentement, ses yeux ne quittant jamais le visage de Case. Marsha pleurait doucement dans le fauteuil du coin. Case sortit son téléphone de sa main libre et le posa sur la table basse, lançant un enregistrement vocal. Voici comment ça va se passer. Tu vas tout me dire sur ton opération. Chaque enfant que tu as trafiqué, chaque facilitateur que tu as utilisé, chaque destinataire chez qui tu as placé des enfants. Nom, adresse, date, tout. Va te faire F, Case tira dans la lampe à côté du canapé. Le bruit fut assourdissant dans la petite pièce. Marsha hurla. Waldo tressaillit violemment, ses mains montant plus haut. Je ne plaisante pas, dit Case calmement. La prochaine va dans ton genou. Après ça, ton autre genou. Après ça, on verra à quel point tu tiens à tes autres parties du corps. Maintenant, parle. La bravade de Waldo se brisa. D'accord. D'accord, Jésus. Écoute, mec. Je te dirai tout ce que tu veux. Ne me tire juste pas dessus. Commence par les 6 autres enfants. Qui les a et où? Waldo commença à parler. Cela prit 20 minutes, mais à la fin, Case avait chaque détail. Les destinataires allaient de criminels de carrière à des gens désespérés qui avaient payé Waldo pour les enfants. L'un était même un délinquant sexuel, bien que Waldo jurât qu'il ne le savait pas à l'époque. Un mensonge que Case ne crut pas une seconde. Combien as-tu gagné de tout ça? Peut-être 40 plaques au total sur les 2 dernières années. C'est pas comme si je devenais riche. Les gens qui prennent les gamins, ils paient quelque chose et je partage avec celui qui facilite. C'est un service, mec. L'offre et la demande. Tu trafiques des enfants. J'aide des familles qui ne peuvent pas s'en sortir. Il y a une différence. Case avait envie de lui tirer dessus juste par principe. Mais ce n'était pas le plan. Au lieu de cela, il sortit la clé USB et la tint en l'air. J'ai chaque fichier de l'ordinateur de Ramon, chaque transaction, chaque nom, chaque photo. J'ai assez de preuves pour te mettre à l'ombre pour 20 ans minimum. Le visage de Waldo devint pâle. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que ces 6 enfants retournent dans leur famille. Et je veux que tu m'aides à faire en sorte que ça arrive. Quoi? Pas question. Certaines de ces personnes sont dangereuses. Si je les double. Case tira dans l'autre lampe. Je me fiche de tes problèmes. Voici le marché. Tu vas contacter chaque destinataire aujourd'hui. Tu vas leur dire qu'il y a eu une complication, que les autorités enquêtent et qu'ils doivent rendre les enfants immédiatement à leur famille d'origine. Tu vas bien faire comprendre que garder les enfants attirera les forces de l'ordre sur tout le monde. Et tu vas faire ça pendant que je suis assis juste ici à écouter. Ils vont me tuer. Peut-être. Mais si tu ne le fais pas, je te tue tout de suite et je remets simplement ces preuves au FBI. Au moins de cette façon, tu as une chance. Waldo regarda les yeux de Case et y vit la vérité. Il s'affaissa sur le canapé. D'accord. D'accord, je vais le faire. Case lui tendit son téléphone. Commence à appeler. Pendant l'heure suivante, Case écouta Waldo passer 6 appels téléphoniques. Certains destinataires étaient en colère, certains avaient peur, mais tous acceptèrent quand Waldo peignit un tableau de raid de police imminent et d'accusations de trafic. À midi, les 6 enfants étaient en train d'être ramenés à des points de rendez-vous où leur famille d'origine les trouverait. Quand ce fut fait, Case fit écrire à Waldo une confession, nom, date, montant, tout. La main de Waldo tremblait alors qu'il écrivait, mais Case garda l'arme braquée sur lui jusqu'à ce que le dernier mot soit sur le papier. Signe-le. Waldo signa. Case plia la confession et la mit dans sa veste. Puis il regarda Marsha. Tu vas donner une déclaration à la police sur tout ce que Waldo a fait. Comment il t'a manipulé,
comment il a pris Tyler, tout ça. Tu vas coopérer pleinement. Si tu fais ça, je ferai en sorte que Sophia sache que tu as été contrainte. Si tu ne le fais pas, je ferai en sorte qu'elle te coupe complètement de sa vie. Choisis. Je coopérerai, chuchota Marsha. Je suis tellement désolé, Case. Je suis tellement désolé. Case ne reconnut pas les excuses. Il se tourna vers Waldo. Tu vas disparaître aujourd'hui. Tout de suite. Tu vas quitter cet état et ne jamais revenir. Si j'entends jamais que tu as contacté Marsha à nouveau, ou si tu tentes cette opération n'importe où ailleurs, je ferai en sorte que cette confession et cet enregistrement atteignent chaque agence de police du pays. Ton visage sera sur chaque liste de surveillance. Tu ne pourras jamais montrer ton visage sans être arrêté. C'est clair? Waldo hocha la tête misérablement. Bien. Maintenant, disparais de ma vue. Waldo se leva et courut pratiquement vers la porte. Case le laissa partir. Il savait que Waldo s'enfuirait. Les hommes comme lui le faisaient toujours quand ils étaient coincés. Et s'ils ne le faisaient pas, eh bien, Case avait une assurance. Après le départ de Waldo, Case passa un dernier appel. Celui-ci était pour le détective Ryan Reeves, un flic local pour qui il avait fait une faveur quelques années auparavant. Ryan lui en devait une. Ryan, c'est Case Harrison. J'ai besoin que tu me retrouves à une adresse. J'ai des preuves d'une opération de trafic d'enfants, et j'ai besoin que ce soit géré avec précaution. Bon sang, Case, dans quoi t'es-tu fourré? Retrouve-moi juste. J'expliquerai tout. 1 heure plus tard, le détective Reeves était assis dans le salon de Marsha, lisant la confession de Waldo et écoutant l'enregistrement sur le téléphone de Case. Son visage devint progressivement plus sérieux. C'est énorme. Niveau fédéral. Énorme, je sais. Mes 6 enfants sont en train d'être rendus à leur famille en ce moment même. J'ai des adresses et des horaires. Ton département peut se coordonner avec les services de l'enfance pour les récupérer en toute sécurité. Et les coupables. Waldo est dans la nature, mais vous avez sa confession et assez de preuves pour émettre des mandats. Ramon Stafford est au 458 Old Mill Road. Les autres sont tous listés dans les fichiers. Vous pouvez vous coordonner avec le FBI pour procéder aux arrestations. Reeves regarda Case avec suspicion. Comment as-tu eu toutes ces informations? Est-ce que ça a de l'importance? Tu as assez ici pour démanteler un réseau de trafic et sauver 6 gamins. N'est-ce pas ça qui compte? Reeves y réfléchit, puis hocha la tête lentement. J'aurai besoin de déclarations de ta part et de Madame Ramsay. Tu les auras. Mais d'abord, ramène ces enfants chez eux en sécurité. C'est la priorité. Reeves accepta et partit pour se coordonner avec son département. Case se tourna vers Marsha une dernière fois. Tu vas te faire aider. Thérapie, conseil, tout ce dont tu as besoin. Et tu vas regagner la confiance de Sophia avec le temps. Mais tu ne seras plus jamais seul avec mes enfants. Jamais. Est-ce que tu comprends? Marsha hocha la tête à travers ses larmes. Case partit et rentra chez lui. Quand il arriva, Sophia était dans le salon avec Emma et Tyler, jouant avec des cubes. Elle leva les yeux quand Case entra, espoir et peur mélangés dans son expression. C'est fait, dit Case. 6 autres enfants sont rendus à leur famille en ce moment. La police se déplace pour arrêter tout le monde impliqué. Waldo est parti. C'est fini. Sophia se leva et traversa la pièce vers lui, enroulant ses bras autour de lui. Tu l'as fait. Nous l'avons fait. Tu m'as fait confiance quand ça comptait. Ce soir-là, le détective Reeves appela pour confirmer que les 6 enfants avaient été récupérés sains et saufs. Des parents à qui l'on avait dit que leurs enfants étaient morts, ou avaient été placés en famille d'accueil, ou avaient simplement disparu, étaient réunis avec eux. Ramon Stafford avait été arrêté dans sa propriété. Les autres destinataires étaient en train d'être arrêtés. Des mandats étaient émis pour Waldo, bien qu'il eût disparu. Tu as fait une bonne chose ici, Case, dit Reeves. Même si tes méthodes étaient peu orthodoxes. Parfois, le peu orthodoxe est ce qui fonctionne. Ne prends juste pas l'habitude de le faire. Case sourit sinistrement. Pas de promesses. Les quelques semaines suivantes furent un flou de déclarations, de suivi et de couverture médiatique. Le réseau de trafic fit les nouvelles régionales,
bien que Case gardât les noms de sa famille en dehors de ça autant que possible. Marsha donna sa déclaration à la police et commença à voir un thérapeute. Sophia maintint une relation froide mais civile avec sa mère, bien qu'elle fit clairement comprendre que reconstruire la confiance prendrait des années. Tyler fit des cauchemars pendant un moment, mais avec une thérapie et la sécurité d'être à la maison avec ses parents, il les récupéra progressivement. Emma, qui avait été traumatisée en voyant son frère enlevé, reçut aussi des conseils. La famille se rapprocha à travers l'épreuve. Bien que Case remarqua que Sophia l'observait parfois avec un regard qu'il ne pouvait pas tout à fait lire. Une part de gratitude, une part de lassitude, comme si elle avait vu un côté de lui dont elle ne soupçonnait pas pleinement l'existence. Un mois après l'incident, Case reçut un appel de King Williamson. « Je pensais que tu voudrais savoir. Waldo Buckley a été ramassé 3 États plus loin. Il essayait de monter une arnaque similaire et s'est fait prendre par une opération d'infiltration du FBI. Avec les preuves de ton affaire, il l'inculpe de plus d'une douzaine de crimes fédéraux. Il regarde vers 25 à 30 ans minimum. » Case sentit un poids se lever de ses épaules. Bien. Ramon a déjà négocié. Il témoigne contre tout le monde en échange d'une peine réduite. Tout le réseau s'effondre. Tu as vraiment fait quelque chose ici, Case. J'ai juste récupéré mon fils. Tu as fait plus que ça. Tu as sauvé cette gamin et démantelé une opération de trafic. Pas mal pour un civil. Après l'appel, Case monta voir les jumeaux. Ils dormaient dans leur lit. Emma serrant son lapin, Tyler avec son lion en peluche. Il resta dans l'encadrement de la porte et les regarda respirer. Ces 2 petites vies qui dépendaient de lui et de Sophia. Il pensa à l'homme qu'il avait été dans l'armée, celui qui avait appris à compartimenter la violence et la nécessité. Il pensa à l'homme qu'il avait essayé de devenir dans la vie civile, mettant de côté ses compétences et ses instincts. Et il pensa à l'homme qu'il était maintenant. Un père qui ferait n'importe quoi, franchirait n'importe quelle ligne, prendrait n'importe quel risque pour protéger sa famille. Sophia apparut à côté de lui dans l'encadrement de la porte, glissant sa main dans la sienne. « Tu vas bien » chuchota TL. « Ouais. Je pensais juste. » « À quoi ?» « À quel point nous sommes chanceux. Et à quel point nous sommes passés près de perdre tout ça. » Sophia serra sa main. « Mais nous ne l'avons pas perdu. Tu t'en es assuré. » Ils restèrent ensemble dans l'encadrement de la porte, regardant leurs enfants dormir. Et Case se fit une promesse silencieuse. Il ne baisserait plus jamais sa garde. Il ne ferait plus jamais confiance aveuglément, et il n'hésiterait jamais à faire ce qui devait être fait pour garder sa famille en sécurité. 3 mois plus tard, Case reçut une lettre. Elle venait d'une des familles dont l'enfant avait été récupéré, la mère de Marcus, 6 ans. Elle écrivit sur l'enfer de croire que son fils était dans une famille d'accueil quelque part alors qu'il avait en fait été trafiqué. Elle écrivit sur le miracle de le récupérer. Et elle écrivit à quel point elle était reconnaissante envers quiconque avait exposé l'opération. Case ne répondit pas à la lettre. Il la garda dans le tiroir de son bureau. Et parfois, quand il doutait de lui-même ou de ses choix, il la sortait et la relisait. La vie revint à la normale, ou aussi normale qu'elle pouvait l'être. Case retourna à son travail de consultant. Sophia continua son travail à l'hôpital. Les jumeaux commencèrent la prématernelle, et Emma insista pour accompagner Tyler jusqu'à sa classe chaque matin, comme pour s'assurer qu'il était vraiment là. Marsha déménagea dans un autre état pour vivre près de sa sœur, s'éloignant enfin des souvenirs et des erreurs qui avaient défini sa dernière année. Avant de partir, elle rencontra Sophia une dernière fois. Case n'était pas là, mais Sophia lui raconta plus tard. Elle s'est excusée à nouveau. Sophia a dit qu'elle se faisait aider. Vraiment aider cette fois. Je lui ai dit que je n'étais pas prête à pardonner, mais que peut-être un jour. C'est juste, dit Case. Elle m'a demandé de te dire quelque chose. Elle a dit qu'elle comprend maintenant pourquoi je t'ai épousé. Elle a dit qu'elle est reconnaissante que Tyler est un père qui remuerait ciel et terre pour lui. Case ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. 1 an plus tard, Case était dans le jardin, poussant Tyler et Emma sur la balançoire, quand son téléphone sonna. C'était le détective Reeves. Case, je pensais que tu voudrais savoir. Le procès vient de se terminer. Chaque personne impliquée dans ce réseau de trafic a été condamnée. Grâce à tes preuves et aux témoignages, nous les avons tous eus. Certains regardent vers des décennies derrière les barreaux. Bien.
Il y a autre chose. Le FBI veut te parler pour du travail de consultant. Ils sont impressionnés par la façon dont tu as géré l'enquête. Ils pensent que tes compétences pourraient être utiles pour d'autres affaires. Case regarda ses enfants rire alors qu'ils se balançaient de plus en plus haut. Dis-leur merci, mais non merci. J'ai tout ce dont j'ai besoin juste ici. Il mit fin à l'appel et retourna pousser les balançoires, écoutant les rires de ses enfants, et pensant à quel point il était passé près de perdre tout ça. Comment tout cela, les barbecues dans le jardin, les histoires du soir, les petits moments précieux qui constituaient une vie, auraient pu être arrachés par une terrible décision. Mais cela n'avait pas été le cas. Il s'était battu pour sa famille, et il avait gagné. Et c'était suffisant. Des années plus tard, quand Tyler fut plus vieux et demanda à propos de cette fois où il avait été enlevé, Case lui raconterait une version simplifiée. Il expliquerait que parfois, de mauvaises personnes font de mauvaises choses, mais que les bonnes personnes ripostent. Que la famille signifie ne jamais abandonner. Que l'amour signifie être prêt à faire des choses difficiles. Ce qu'il ne dirait pas à Tyler, ce qu'il ne dirait jamais à personne, c'était l'étendue complète de ce qu'il avait été prêt à faire, les lignes qu'il avait été prêt à franchir, la violence qu'il avait été prêt à commettre si nécessaire. Mais Sophia savait. Elle l'avait vu dans ses yeux cette nuit-là, quand il était revenu avec Tyler. Elle avait vu l'homme sous l'extérieur civil. Le soldat qui n'avait jamais complètement quitté le champ de bataille. Et elle ne l'avait plus jamais regardé de la même façon. Pas avec peur exactement, mais avec une compréhension plus profonde de qui elle avait épousé. Un homme qui pouvait être doux avec ses enfants, et impitoyable avec ses ennemis. Un homme qui pouvait construire une vie de paix, mais faire la guerre si nécessaire. Elle lui avait demandé une fois, des mois après que tout fut fini, s'il regrettait la façon dont il avait géré ça. Non, avait-il dit simplement. Je le referais, exactement de la même façon. Et elle avait hoché la tête, parce qu'elle comprenait. À ce moment-là, elle avait eu besoin qu'il soit exactement qui il était, et il l'avait été. C'était suffisant. C'était tout. Les Harrison vécurent heureux, vigilants, reconnaissants. Case n'oublia jamais la leçon de ce jour terrible. La confiance devait se mériter. La sécurité devait être maintenue. Et la famille devait être protégée à tout prix. Il avait appris ces leçons à l'armée, mais il les avait prouvées à la maison. Et à la fin, cela fit toute la différence. C'est ici que notre histoire touche à sa fin. Partagez vos pensées dans la section commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez apprécié cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai.